NBA First Talk saison 1, épisode 19, tous les lundis. C'est ici que ça se passe, toute la NBA, rien que la NBA, avec mes gars, chaud patate, chaud bouillant, chaud barbecue, Erwan Abotrette, Thomas Dufort, ça va? Ça va très bien, j'ai plus trop de voix. Non, c'est pas vrai, ça va excellemment bien, Thibaut. Bon bah très bien, on commence avec un petit tu préfères pour commencer l'émission. Comme ça, on est chaud ce lundi, ouais, on est bien là-dessus. Pas ceux d'avant l'émission, j'espère. Non, on en a travaillé quelques-uns, on vous avoue, mais on va pas vous les proposer tout de suite. Tu préfères marquer 70 points un soir et ne jamais jouer les playoffs de ta vie, ou mettre 10 points une seule fois dans ta vie, jamais plus, mais faire les playoffs régulièrement? Bon, faire les playoffs régulièrement, évidemment. Donc give a fuck. Même s'il y a des nuances, mais Même oui. si t'es un peu pété, quoi. Mais non, mais le sport ne prend sa grande classe, son sens que dans les grands moments. Voilà, mais on va en reparler. Moi, je préfère quand même mettre 70 points, comme ça je suis dans les livres des records. Au bout d'un moment, faut pas déconner les playoffs. Bon les amis, on est dispo, la First Team, la chaîne est là avec toujours plus de contenu au programme cette semaine comme d'habitude. Les matinales avec Stephen, Erwan, Thomas tous les matins, également le First Day Show, son et lumière le jeudi pour vous ambiancer. Le 7e First Talk Foot pour les amis footeux le vendredi bien sûr. Et puis Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, la First Team est là. Les gagnants du jeu des ballons de basket de lancé jeudi dernier seront annoncés en fin d'émission. Notre huissier de justice arrive d'une seconde à l'autre ici à Levallois. Voilà donc Maître Nedjar. Rendez-vous aussi, on le redit, à Video City pour voir les amis de la First Team le week-end du 8 avril. C'est dans 10 jours désormais, 7-8 avril. 8-9 avril. 8-9 avril, samedi et dimanche du côté de la Porte de Versailles. Au sommaire aujourd'hui, on parlait des 70 points, Devin Booker à 70 points. Que faut-il penser de cela? Est-ce le nouveau Kobe? On en parle dans quelques instants. Focus également sur Houston OKC, le match du dimanche soir. Sortez les popcorns, c'est parti pour les news. Bryant on the move with the jumper. He got it! Voilà, c'est la fin d'une saison archi pourrie pour Joakim Noah. Première news, il est désormais suspendu 20 matchs, fin de saison pour lui après une opération du genou gauche en février. Voilà, le cauchemar se termine pour cette saison 2016-2017 pour Jukes. Se termine, je sais pas, il est quand même suspendu pour manquement au test antidrogue de la NBA. On imagine la substance. LGD 4033. Oui, anti-dopage, pas anti-drogue. Antidopage, ouais. C'est pas pareil. Hein. Drug, C'est pas une affaire de weed là, hein. C'est une affaire de complément alimentaire qui n'est pas autorisé par la NBA. Donc il sera suspendu. 20 matchs qui commencent sur les 10 derniers matchs de la saison. Et ce qui est très curieux, c'est que c'est que le complément alimentaire sera autorisé dans 6 mois. Donc c'est un peu. Dès cet été, il y a un accord collectif qui entre en vigueur et ce complément LGD 4033 sera donc autorisé Exactement. en NBA à partir de cet été. Ils aiment bien faire mettre des petits coups de pression pour dire nous, des fois, on suspend des mecs aussi, comme il l'avait fait avec J.R. Smith à une époque. Pour le coup, c'était de la weed. Il dit voilà, ça tombe un peu de nulle part. Là, il est blessé, donc il va même pas purger du coup la moitié de sa peine. C'est vraiment un petit coup au fait de com. Ils aiment bien faire comme ça, dire attention, on est là quand même, on veille. Voilà. Ouais, c'est un peu bizarre. Maintenant, ça a quand même une incidence pour Joakim Noah qui est donc out pour la saison. Les Knicks sont out pour la saison aussi. Mais l'année prochaine, ça veut dire que les 10 premiers matchs, c'est sans lui. Alors, il y a le petit Hernan Gomez qui commence à taffer. Mais ils l'ont quand même signé 72 millions sur 4 ans. Un mec sans genoux, qui manque, qui a des problèmes sur les compléments alimentaires et qui fait des saisons à 5 points, 8,7 rebonds, 47% au tir. Il fait partie des bons escrocs de cette année. D'ailleurs, je pense qu'on le fera bientôt, ce top 5-là, des escrocs de l'année. Et juste question subsidiaire par rapport à ça, le dopage en NBA, c'est le truc archi tabou. Il n'y en a pas. C'est pas Il y en a pas, tabou. ça n'existe pas. C'est une espèce d'accord tacite, une espèce d'omerta qu'il y a autour de ça. Ouais. Voilà, écoute, qu'est-ce y a que tu veux qu'on dise de plus? Après, effectivement, les joueurs jouent 82 matchs de saison régulière à des rythmes effrénés, il y a des matchs de play-off, c'est des athlètes incroyables, donc oui, forcément, leur dopage, il y a dopage et dopage. Et voilà, ils se mettent pas non plus des grandes picousses à la Ben Johnson mais bon, au bout d'un moment, pour tenir le rythme, effectivement, peut-être qu'on sait que c'est compliqué. Enfin, c'est un sujet beaucoup plus profond qui mérite d'être traité. En tout cas, c'est bien. Oui, c'est bien géré. après la NBA est une ligue, rappelons toujours que la NBA est une ligue privée. C'est pas une fédération qui est soumise aux lois de la FIBA, par exemple. C'est une ligue privée, ils font un petit peu ce qu'ils veulent là-dedans. Alors, forcément, bien sûr, les drogues comme cocaïne, herbe, tout ça et tout sont bien sûr interdites. Mais oui, on sait que les mecs en 2 ans, ils deviennent gaillards comme ça. Oui, il y a des choses. Des mâchoires qui deviennent qui sont normales à la D-Way, qui sont pas comme ça. Qui des paquebots. qui deviennent des pièges à loups. Donc, Autre news de ces derniers jours,
C'est immense, c'est unique, c'est beau, ça brille. De quoi je parle? De la statue du Shaq à Los Angeles du côté du Staples Center. Un dunk de mammouth magnifique, vous l'avez sûrement vu ce week-end un peu partout. Alors Shaquille O'Neal, il l'a mérité sa statue là. Il les mérite certainement. 3 titres NBA. Le pivot le plus dominant physiquement qu'on ait vu dans l'histoire. Il y a eu Karim Abdul-Jabbar par sa technique et son skyhook. Il y a eu Hakeem Olajuwon par sa défense et sa technique aussi offensive assez incroyable. Chamberlain qui était aussi des athlètes. Et puis il y a Shaquille O'Neal qui a un profil parmi tous ces grands pivots légendaires, qui avait ce profil atypique de vélocité, grand, qui court très très vite dans l'axe et puis une machine inarrêtable. Les 3 ans, les 3 titres avec les Lakers, il marche complètement sur la NBA. Un titre de MVP seulement, c'est assez curieux. D'ailleurs, il a déclaré un truc super drôle là-dessus. On se souvient, je finis là-dessus, pardon, de son face-à-face avec Dikembe Mutombo qui est arrivé en cours de saison chez les Sixers pour être le chaînon manquant des Sixers. Il l'a graillé comme moi un bucket au KFC, mon gars. Il vient de tout dire. Il n'avait donc pas vu le jour, Dikembe. Exactement. Ouais, par rapport au truc de MVP, il y a un truc qui est drôle, c'est que donc, on l'a pas dit, mais pendant la cérémonie, il y avait Kobe qui était là, il y avait Derek Fisher, Rick Fox, Ron Harper, je sais pas, j'en oublie plein. Magic qui était pas là parce qu'il regardait les matchs de la March Madness. Et, bon, il est aussi scout il était aussi scout pour les Lakers. Mais voilà, ce qu'il a déclaré, c'est Kobe qui dit ça sur le Shaq. Le joueur le plus dominant que j'ai connu, nous aussi, hein, avant le coup d'envoi d'un match, il appuyait sur l'interrupteur, c'était fini la rigolade, plus de blagues, il voulait dominer. Et il y a un truc dont par rapport au truc de titre de MVP, il n'en a eu qu'un seul, Kobe aussi. Et il a dit à demi-mot, bon, il y en a d'autres qui en ont eu 2, il visait évidemment Steve Nash, pour dire, il y en a un qui méritait 2, 3 comme Kobe et moi, il y en a eu d'autres qui en ont eu plus que moi, mais on sait tous que j'étais clairement plus fort et que Kobe aussi était plus fort que Steve Nash. Après Jordan, c'était Shaquille O'Neal le plus dominant quand même, non, juste derrière. Là. Celui qui a enchaîné, c'est lui. Enchaîné en tout cas. C'est celui qui enchaîne après Jordan, les 3 3-peats, donc les 3 titres d'affilée. Mais c'est clair qu'il y avait cette impression de vous ne pouvez pas l'arrêter. Moi, j'ai toujours en mémoire ce match très tendu entre les Lakers et les Knicks, où il dunk sur Chris Dudley, qui n'était pas le plus grand des pivots, mais qui était un défenseur assez rugueux, et qui était aussi une belle bête, gaillard, un peu, tu vois, tanké, quoi. Et cette puissance, le fait de marcher sur les gens, et puis allié à une vraie vitesse quand même d'exécution, il y a une vraie technique, on a tendance à l'oublier. Kevin Durant, le premier, on oublie aussi que Shaquille O'Neal avait une certaine technique aussi. Technique et du toucher. Pas sur les lancers francs, on est d'accord, mais il avait un truc dans les mains, il était capable. Parce que c'est difficile d'aller jouer au basket avec une balle de handball. Essayez, vous allez voir, ça va être compliqué. Lui, il avait ce truc-là, de mettre des petits hooks et tout ça. Évidemment, quand tu fais 2,16 et 150 kg et 140 quand il est en forme, ça aide, hein, évidemment. Justement, à cause de cette orange qu'il avait dans les mains, la difficulté pour lui au lancer franc, la galère et les moqueries. C'était ça, la concentration un peu. Pour le dire, c'est possible, c'était un bon passeur. C'est un mec qui était beaucoup trappé. Notamment sur les finales NBA, hein, les Nets, les Pacers et les Sixers, on venait beaucoup trapper pour lui, on les comprend. Et derrière, il a fait énormément de mal sur son jeu de passe. Trapper, c'est à que chaque Non, trapper, ça veut dire doubler. C'est-à-dire, c'est une bonne question que tu poses, Thibaut, parce qu'on nous l'a dit dans les commentaires en plus des fois, de plus expliquer les termes basket. Donc si tu fais bien le dire, alors trapper, c'est quand on a un pivot dominant. C'est pas forcément faire faute. On vient doubler en fait, on fait une prise à 2. Voilà, c'est pour beaucoup. Une prise à 2 au poste bas, et puis en général, si tu es bon passeur, tu la ressors. Si c'est Kobe qui la récupère, en général, voilà, ça va bien se passer. Et à que chaque, pour les plus jeunes qui nous regardent, c'était faire faute à chaque fois sur chaque pour l'envoyer. Ce qui était à peine 50%. En tout cas, quand on voit la photo derrière nous qui vient de disparaître. La statue, la super statue. Donc c'est la seule qui est un peu dans les airs comme ça. Et c'est évidemment son signature move, ce dunk avec les pieds et tout le reste dans la tête des gens. Et voilà, ça c'est le Shaq qu'on a aimé quand même des années et des années. On imagine les milliers de selfies qu'il va y avoir devant cette statue au Staples Center de Los Angeles. Autre news de ces derniers jours, et puis on en parle aujourd'hui, c'est la course aux playoffs à l'Est, à l'Ouest. Si on parle d'abord de l'Ouest, si ça vous va en régie pour Polo, on parle de l'Ouest d'abord avec cette course à la 8e place. Portland vient de doubler à nouveau Denver, ça change toutes les semaines là en ce moment. On ne peut pas deviner qui sera 8e. Il y a aussi, on va y venir, la bataille de la 6e et de la 4e place, Grizzlies Thunder et Jazz Clippers. Ouais. Alors là, sur cette bataille-là, je trouve que sur la saison entière, les Nuggets ont été plus constants, mais n'ont pas su, à un moment donné, faire la série pour leur donner une marge. Et au final, ils se retrouvent maintenant, clairement, à la lutte, en tête-à-tête avec les Blazers, qui ont eu, eux, plutôt des séries qui ont bien commencé, qui ont eu un trou noir terrible de quasiment 2 mois. Comme rarement vu. Et qui finissent très bien. Et j'ai un peu peur, malgré un Jokic très bon côté Denver, que sur le talent pur,
que sur le talent pur. Portland passe à la 8e place alors que Denver a fait une saison un petit peu plus constante. Il y a un match mercredi soir, il me semble, entre Portland qui se déplace à Denver. Celui-là, il va valoir très cher. Ça va être très C'est très même chaud. mardi soir, je viens de voir. C'est mardi soir. C'est mardi soir, donc ça va être super cool. Ouais, en fait, ce qui est dingue, c'est que depuis 2 semaines, on disait que Denver, qui marchait bien avec Jokic, qu'ils ont gagné pas mal de matchs sur le mois de mars, ils sont une bonne vibe et tout ça. On les imaginait aller valider cette 8e place. Là, ils ont perdu quelques matchs, ils ont perdu 3 sur les 5 derniers matchs. Derrière, Portland carbure à fond la caisse. Et tu te revois passer devant. J'ai peur de l'avantage psychologique en faveur de Portland et donc Denver se voir lésé dans l'affaire. Dimanche dernier, là, défaite à domicile face aux Pelicans sans DeMarcus Cousins, c'est là. Elle a fait très mal et il se retrouve en plus à 4 ou 5 matchs, je crois, de la 7e place, donc c'est trop loin. Ah non, mais la 7e place, et donc Denver, ça va être très très dur de s'accrocher. Pourtant, il y a 2 semaines, 3 semaines, on était les premiers à dire qu'ils avaient un vrai avantage, que s'ils géraient bien leur business, ils devaient logiquement retrouver, être dans les 8. Damien Lillard m'a envoyé un petit... Vas-y, excuse-moi. Non, c'est là-dessus que je voulais venir justement, c'est les élans cette saison. Il y a des grands écarts entre, sur 2 semaines, une équipe tout d'un coup qui monte en flèche. Donc on peut encore peut-être s'attendre à ce que Portland rechute finalement. Mais il reste 10 matchs, on leur souhaite pas. Mais ça, c'est vrai que cette saison, on s'intéressera à tout ça en fin de saison. Mais on a vu des équipes, il y a les Bucks qui me viennent à l'esprit comme ça, évidemment, Washington. Des équipes qui ont vraiment des up and down très sévères, comme des montagnes russes. Et là, en ce moment, Portland est vraiment sur la bonne marche. Voilà, ils sont comme ça sur la pente ascendante. Et ce qui était drôle, c'est que Damien Lillard a envoyé des petits textos à Tim Frazier, donc le meneur des Pelicans, et à Anthony Davis, en disant, les gars, faites le boulot, nous on va taper les Lakers, et comme ça on va pouvoir leur passer devant. Et évidemment, les Pelicans ont suivi. Oui, Portland a gagné contre les Lakers. Oui, mais c'est logique, je m'y attendais Oui, Normal. Du côté, si on revient aussi sur la 6e place, la 6e place, c'est Grizzlies et Thunder qui se bataillent là-dessus. Vous voyez qui dans cette course au playoff? Je vois clairement qu'ici, les Grizzlies, un petit peu comme l'année dernière, mais pas pour les mêmes raisons, ils finissent un petit peu la saison régulière sur les jantes. On l'a dit ce matin dans la matinale. C'est une fin de saison très compliquée. Alors eux, ils avaient pris de l'avance, donc ils vont être dans les 8, mais ils vont arriver en playoff dans un état. On sait que c'est une équipe un petit peu vieillissante et qui a du mal sur la durée. Je crains le pire un petit peu pour eux au premier tour des playoffs face aux Spurs a priori. Et pour la 4e place, Jazz Clippers, vous voyez qui plutôt dans la balance? Là, c'est très serré aussi. C'est pareil, il y a quand même des odeurs un peu nauséabondes côté Clippers qui perdent contre les Kings, alors qu'ils menaient de 18 points la nuit dernière. J'ai tendance à dire que Utah, qui n'est pas dans la forme de sa saison, Utah est quand même plus solide aujourd'hui, donc je les imagine finir 4e, ce qui serait une performance quand même assez incroyable. L'avantage du terrain pour Utah. L'année dernière, ils ne sont pas en playoff, ils finissent dans les 4 premiers. Donc avec l'avantage du terrain au premier tour à l'Ouest, bravo. Et d'ailleurs, on en reparlera, mais le coach Snyder à Utah, clairement en course pour être coach de l'année, ça serait loin d'être un scandale. Clairement. Si on file du côté de l'Est pour la course au playoff, qu'est-ce que ça donne avec cette bataille Chicago, avec Miami, même Détroit, et on ne sait jamais, Indiana et Milwaukee, Atlanta, là, toutes ces équipes, là, elles sont 6 finalement, dans un mouchoir de poche. Tout peut changer encore dans les 10 derniers matchs. Tout peut changer, même si moi, là, les 2 équipes qui sont sorties des playoffs, à savoir les Bulls et les Pistons, sur ce qu'ils ont proposé cette année-là, ne méritent clairement pas. Chicago semble s'être un petit peu trouvé. Rondo rejoue au basket. Jimmy Butler s'invente un rôle de passeur et 14 passes décisives dimanche soir. Et Mirotic super fort. Mais sur ce qu'ils ont proposé toute l'année. Et puis moi, j'ai pas envie que Fred Hoiberg soit récompensé d'une place en playoff. Alors voilà. Mais là, ils viennent de gagner à Milwaukee. Oui, ils viennent de gagner à Milwaukee. Non, mais c'est ça. Ils font des perfs et derrière, tu vois, ils vont être capables de perdre derrière contre une équipe de N3 à domicile. C'est tout le paradoxe des Bulls cette année. Il y avait 400 supporters. Et les Pistons, c'est complètement à l'envers ce qu'ils font. Ils avaient aussi les cartes en main il n'y a pas longtemps. Ils font n'importe quoi. Ils lâchent des matchs à domicile. Ce que fait Stan Van Gundy aux Pistons pour l'instant, en plus en chargeant souvent ses joueurs, j'ai énormément de mal à comprendre. J'étais pas emballé au début, comme me l'a rappelé un certain Twittos, j'avais même oublié ça ce week-end sur Stan Van Gundy. Et c'est bien beau d'avoir les rênes d'une franchise, mais au bout d'un moment, quand ça ne marche pas, tu ne peux pas t'en prendre aux joueurs. Hein. La vraie récompense de la remontée, ce serait pour Miami en fait. Oui, bien sûr. De toute façon, qui fait depuis janvier un parcours, l'une des toutes meilleures top 3 ou top 4 des meilleures équipes de NBA en 2017. Oui, évidemment, la grosse surprise dans tout ça, c'est Miami qui
qui est en passe d'aller en play-off, ce serait assez incroyable. Maintenant, ça va être intéressant de voir qui, à quel endroit. Alors, a priori, la 8e place, là, on voit derrière moi, a priori, ce sera, si Miami y va, ils resteront à la 8e place, donc on aurait quand même le retour de LeBron en play-off à Miami, ça peut être plutôt sympa. Nous, on a envie quand même de voir Paul George en play-off. Il fait partie de ces joueurs-là qui, en play-off, arrivent toujours à se sublimer. Même s'il ne passe pas le premier tour, on peut être en droit d'attente, voilà, des 40 pions, des performances incroyables. L'année dernière face à Toronto, hein, Indiana avait accroché les Raptors en 7 matchs. Il avait été très bon pour le notamment le premier match, il avait été monstrueux là-bas au Air Canada, St. Louis. Et dernier truc, donc, c'est évidemment les Bucks qu'on voyait à un moment, ils étaient 9e, 10e, on pensait même que leur saison était mise de côté. Et puis le retour de Chris Middleton, et puis Giannis qui continue à faire une super saison. Là, ils sont à la bataille, donc même bilan que les Hawks. Le passage de Roy Hibbert, ouais. Ils sont à égalité et les Bucks qui vont aller en play-off pour la première fois, comme ça avec Jason Kidd, ça va être vraiment cool. En même temps, c'est l'ultra fragile. Avec Jason Kidd, c'est sa 2e saison, l'année dernière, j'y étais pas. Sa 3e saison, ils y étaient allés. 2e saison. Ils avaient perdu contre Chicago au premier tour, souviens-toi, je crois. Eh ben, je vais vérifier. Vérifie, ça m'intéresse. Et en même temps, Milwaukee, c'est à l'image de l'ultra-fragilité des équipes de l'Est. Ils sont capables, sur les 10 derniers matchs, d'en reperdre encore beaucoup. Là, je pense que les équipes commencent à avoir quand même avoir des certitudes. J'ai du mal à imaginer, tout à l'heure, tu parlais de Portland. La défaite à domicile contre Chicago, en fait, m'a surpris hier. Elle m'a surprise, mais Chicago, quand ils jouent bien, hier soir, ils ont fourni vraiment un bon basket. Ils sont chiants à prendre. Maintenant, c'est dans la durée que ça va compter. Ils ont fait l'essentiel pour moi, Milwaukee, en allant gagner sur un trip à l'Ouest, en allant gagner des matchs importants mathématiquement. Je les vois quand même finir dans les 8. Et donc, pour la réponse à la grande question, Jason Kidd, effectivement, est allé en play-off la première année. Ça fait sa 3e année à Milwaukee. Donc, tu me laisseras 150 € en liquide pour… Bien sûr, en chèque, et je suis sûr que dans les commentaires aussi, ils nous ont déjà posté des choses. Le focus du jour, le match de dimanche soir, OKC contre Houston, Harden contre Westbrook, potentiel MVP contre potentiel MVP, c'est le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Alors les amis, ce gros match du dimanche soir, c'était à 21h30, OKC contre Houston, ça a donné quoi? Vous l'avez vu, vous avez senti quoi? Victoire de Houston 137-125, des points, mais… On s'attendait à une régalade. Mais sens unique. Ça n'a pas été la régalade attendue. Alors ça a été open bar, comme on aime bien dire dans les matinales, 137-125, des points à tout va. Houston a été super adroit, donc 20 sur 39 à 3 points, ce qui est énorme. Truc de fou. Ryan Anderson n'était pas là, Trevor Ariza était dans le 5 avec Eric Gordon. Sur le poste 4. Sur le poste de 4, et donc il était en match-up direct avec Taj Gibson. Bref, Houston, pour faire simple, Houston a été largement plus fort qu'OKC, beaucoup plus adroit, beaucoup plus de rythme, et OKC n'a jamais su répondre à justement ce rythme et cette adresse. Malgré un Russell Westbrook qui a fait son 36e triple-double de l'année, mais ça on y reviendra un peu. En tout cas, pour parler de la course au MVP, là je lui donne clairement à James Harden sur ce match-là. Ça y est, mais ça veut dire qu'Harden sur ce match, il a marqué les derniers points qui lui manquaient pour passer un petit peu devant psychologiquement ou pas? C'est possible, hein, écoute. Il a montré une justesse, il a montré ce que je dis depuis le début aussi, c'est qu'il amène son équipe avec lui. Voilà. Et on a vu à l'inverse Russell Westbrook qui remplit des cases, qui est très bon. Et par rapport à James Harden, son équipe a un peu plus de mal à le suivre. Alors on a souvent eu le débat entre quel est le meilleur effectif entre les deux équipes. On sait que Houston, il y a quand même une vraie équipe d'attaque, une équipe où il y a une cohésion offensive bien meilleure que celle d'OKC. Mais surtout, je te dis, la grande différence, c'est qu'Harden semble amener tout le monde avec lui, alors que parfois Westbrook semble un petit peu être en solo. Moi, je bouffe plus le ballon qu'Harden, finalement. Il bouffe clairement plus le ballon maintenant quand on voit le match d'hier, par exemple. Alors c'est un échantillon, mais bon, moi depuis le début, je me dis que Houston, ils ont quand même des mecs qui sont plus forts qu'à OKC. OKC a des bons lieutenants, évidemment. Oladipo, Enes Kanter est bon, Steven Adams, ils ont des bons joueurs, Taj Gibson qui vient d'arriver. Mais quand je vois le match de Trevor Ariza hier, 24 points, qui a été très fort en attaque et en défense, très adroit, c'est lui qui a emmené son équipe avec son adresse. Quand je vois à sortie de banc Lou Williams, qui met 31 points, donc c'est une recrue, mais qui, quoi qu'il arrive, peut te mettre 25 pions, et surtout dans les matchs de playoff, ça va être très intéressant de le voir, avec son expérience. Mais j'oublie aussi Eric Gordon qui met 24. Enfin, tu vois Clint Capella, je vois Néné qui sort du banc, qui est super fort. Moi, j'ai quand même du mal à me dire qu'OKC est largement plus fort. Enfin, les lieutenants, le reste de l'effectif est largement plus fort. Là, tu me sautes pas mal d'intérieur. Donc, Trevor Ariza est un on fait le match-up. On va les retrouver en playoff. C'est pour ça qu'on va faire le match-up. Tu sais, on l'avait dit un petit peu quand on avait fait OKC, on a-t-il le trophée face aux Warriors. Et là, hier soir, c'était pas le même contexte, mais je trouve qu'ils ont une vraie force intérieure OKC, avec l'arrivée notamment de Taj Gibson, donc Adams, Kanter, c'est très dur sur l'intérieur. Mais en tout cas, ils ne voient pas assez la balle. J'en reviens au manque d'alternance côté OKC, t'as Abrines et comme il s'appelle,
le shooter qui arrive de Chicago. McDermott qui joue pas. McDermott qui joue peu. C'est les seuls vrais shooters de cette équipe-là. Et au final, ça reste un basket derrière. C'est ça que j'ai un petit peu de mal à comprendre. C'est pas une équipe très à droite et pourtant, c'est un basket beaucoup trop tourné vers l'extérieur avec un énorme manque d'alternance à l'intérieur. Alors qu'à l'intérieur, tu as des mecs qui peuvent te tabasser tout le match et te faire un peu plus mal. Capella, c'est pas le plus costaud. Néné, il est un petit peu vieux. Tu sais, le problème, c'est que, alors là, par exemple, sur le match d'hier, le seul qui est fourni à l'intérieur, c'est Enes Kanter. Enes Kanter, quand il est sur le terrain, c'est le seul qui a des positions. On lui fait des écrans, boum, des petits écrans dans le dos de son défenseur. Il a la balle, il peut jouer parce que c'est un très fort joueur offensif. Mais c'est le seul, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et il y a un autre problème, c'est qu'une équipe d'axe. Il n'y a personne qui marque sur les ailes. Il n'y a que du pick and roll tête de raquette ou du post-up pour Enes Kanter ou de la course des grands. Sinon, il n'y a rien sur les ailes. Parce que regarde, les deux meilleurs scoreurs sont qui? Sont Russell Westbrook et Enes Kanter qui joue beaucoup post 5 sur du post-up. Et Oladipo. Ouais, mais les deux meilleurs scoreurs, ça se passe dans l'axe. Après Oladipo, même s'il est plutôt vaillant et plutôt intéressant dans ce qu'il fait, une bonne saison, mais ça reste une deuxième, une troisième option. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ce qu'on lui demande, tu veux quoi? Non, mais c'est pas là que je veux en venir. Ce que je veux te dire, c'est qu'il ramasse les miettes plutôt, en fait. Voilà. On est focalisé sur l'axe. C'est moins un collectif que non, mais ça, Houston, c'est vrai. finalement. C'est compliqué. C'est assez clair. Moi, hier, hier j'étais sur le League Pass, j'avais plusieurs matchs en même temps. Et en fait, j'ai vécu le match de Houston OKC comme un truc à sens unique, où finalement, dès qu'ils voulaient recoller un peu, Houston remettait ce qu'il fallait. Houston envoyait, je sais plus si c'est Capella ou Beverley, 2-3 tampons pour montrer. Et Néné aussi, bien sûr. Et Néné aussi pour montrer que ça y est, là, c'est une équipe très visible OKC finalement. Westbrook, c'est un petit peu le défaut de ses qualités, c'est qu'en attaque, c'est une équipe finalement prévisible. Je te dis, Oladipo ramasse les miettes, il le fait plutôt bien. Mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de lui proposer plus? On sait qu'avec Russell Westbrook, il va porter beaucoup la balle. On sait qu'il va beaucoup à droite aussi. Donc sur les pieds, donc et au fur et à mesure, les gens commencent à le connaissent et ils vont l'attendre. Et en playoff, il va être encore plus attendu. Et surtout, ils vont dire, vas-y, toi, fais ton show, mais derrière, si les mecs, on les coupe, nous, de la balle, on rappelle, tu ne viendras pas. Westbrook, 39 points, 13 passes, 11 rebonds, donc évidemment un gros match, même si sur la fin, ils le remettent alors qu'il y a à peu près 15-20 points d'écart, même si c'est vrai, OKC fait un rapproché de 8 points à la fin du match, mais il est remis par son coach parce qu'il faut qu'il aille chercher ce fameux triple-double. Il lui manquait une passe et 2 rebonds. Il va aller chercher parce que c'est un surhomme et que athlétiquement, il est inarrêtable. Maintenant, et là je suis d'accord avec toi, on peut s'intéresser donc aux confrontations directes parce qu'ils vont se retrouver a priori en play-off. Houston est 3e, OKC est 6e. Ce sont 2 très bonnes saisons pour ces 2 équipes. Mais maintenant, je me dis qu'il y a une équipe qui est prévisible, tu viens de le dire, OKC, on est d'accord. Et de l'autre, il y a une équipe qui est vraiment en train de créer quelque chose. Ça part de partout. Et c'est pour ça que je voulais vraiment sortir Ariza, Gordon et Lou Williams, parce qu'avec ces pétards ambulants-là, quand ils sont dans l'adresse, James Harden n'a plus besoin d'être de forcer, tu vois, de forcer et de jouer d'un contre un pendant tout le match. Et là, ça change quand même complètement l'équipe. Alors, est-ce que c'est parce que Harden les emmène avec, ce qui est possible, le coach et tout ça, ou alors est-ce que les lieutenants sont plus forts? Certainement un petit peu des deux. Moi, il y a un truc qui me choque, qui m'a surpris entre ces 2 équipes, c'est la transition. Quand OKC marque sur jeu rapide, c'est Westbrook qui fait du coast-to-coast pour les mettre à lay-up. Ouais, mais des passes très franches où il a passé le milieu de terrain. À Houston, la transition, le ballon circule beaucoup plus. Tu dis que c'est une équipe d'axe et sur transition, le ballon reste dans l'axe à OKC, alors qu'à Houston, le ballon va très vite dans les ailes. On a très vite cet outlet dans l'aile pour retrouver une course du grand ou même avoir un lay-up de la part d'un ailier qui va les provoquer. Je trouve qu'on porte trop la balle aussi côté OKC sur transition. Et Mike D'Antoni, alors qu'on a des athlètes. Jalen Grant, quand il court dans l'aile, mon gars, il faut lui donner la balle, ce mutant. Quand il joue. Et Mike D'Antoni, dans tout ça, en fait, il a réussi quand même à façonner une équipe comme il aime, là, vraiment, avec en effet les shooters. Il a l'équipe la plus complète qu'il ait jamais eue, même. Alors, il y a eu Phoenix, tout ça. Voilà, c'est évidemment trop tôt pour dire ça. Maintenant, c'est vrai que cette équipe a énormément de potentiel. Ils ont la superstar. Moi, j'ai pas de mal à dire que James Harden est plus fort que Steve Nash. Vraiment. Steve Nash était un joueur extraordinaire. Il s'est trouvé avec Mike D'Antoni. Je suis à 2 doigts de me dire que si Harden réussit de grands playoffs, pourquoi pas espérer une finale de conférence? Pourquoi pas espérer une finale NBA, ce qui serait quand même une surprise extraordinaire, surtout dans le jeu d'attaque proposé. Mais c'est vrai que Mike D'Antoni a réussi avec ce changement d'Harden sur le poste 1 et donc se faire à cheval avec Ryan Anderson et Eric Gordon qui sont arrivés, à créer une équipe qui lui correspond totalement. Il lui correspond totalement. On sait qu'en play-off, on doit perpétuellement se réadapter à l'équipe adverse. Houston pourra beaucoup mieux le faire qu'OKC. Oui, moi je crois que c'est comme que Westbrook, malgré ses qualités incroyables et le fait qu'il remplisse des cases sur les lignes de stats, reste beaucoup plus prévisible que Harden. Harden, c'est très compliqué d'anticiper ce qu'il va faire. Il peut être dans la passe, il peut être dans le scoring, il va à droite, à gauche, il shoot, il drive. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué Harden, et puis qu'il est capable, Harden, de faire un match à 12, 13, 14 points et derrière de régaler les autres. C'est en ça que Houston est très compliqué à défendre. Dans le duel des coachs, avantage Mike D'Antoni?
Clairement, par rapport à ce qu'on a dit en résumé. A priori, ouais, maintenant. Milodovan fait du bon boulot, mais ouais, je crois après, qu'il est en train d'atteindre un peu des limites pour l'instant dans ce qu'on regarde. Après, on verra pour la suite, mais qu'il atteint des limites dans son jeu offensif. On le dit, je le répète, Trop de OKC pouvoir à est trop prévisible en attaque. Il avait besoin de ça aussi, Russell Westbrook. Laissons-lui cette année. S'il se casse les dents en playoff, ce qui serait déjà incroyable d'aller en playoff, peut-être que derrière, il va dire il avait besoin de ça, d'être le leader, tu vois, charismatique de sa franchise, d'aller bouffer des ballons, de faire son triple-double, d'être pourquoi pas MVP. S'il est MVP, qui va en playoff et qu'il est en triple-double, qui va lui dire tu joues trop de ballons, mon gars. Tu vois, c'est ça aussi le truc. Mais après, il faut savoir ce qu'il veut, quoi. Bah, les playoffs, c'est un autre sport. Si un jour, il On verra en playoff. va être champion NBA et tout, On va verra en peut-être playoff. falloir qu'il s'adapte. Si Voilà. Blake Griffin vient cet été, on pourra en parler. Très bien, on verra ça justement s'il y a Houston OKC en playoff. On pourra très vite en reparler très prochainement. Avant de passer au débat, on a une petite vidéo What the fuck à vous proposer. C'était le week-end, ça a été posté le week-end dernier sur le compte Instagram Valence Guru. C'est clair. Au Ne fond faites pas ça chez regardez vous. au fond de la salle, vous dans 50 piges. Mais qui fait Ah ça ouais, chez grave. soi Et déjà? Ne regardez faites au pas ça premier chez vous. plan, pas vous aujourd'hui. Tchaf. Le mais papy c'est derrière. la folie furieuse sur le compte Instagram. C'est un peu dangereux. Il avait Vegas pas Balance Guru. Il met ses lancers francs tranquillou à l'arrière, papy. Et pendant ce temps-là, il y a ce fou furieux de la muscu. Mais t'as pas Tellement- besoin de te dire aux gens de ne pas faire ça chez eux. Qui a autant de poids chez eux déjà? Ouais, mais personne, Je vais faire personne comme, ne pourra essayer à la maison, donc J'allais faire comme Les Stephenson, le truc il tombe, il se casse la gueule et là je me régale. Là, Ouais, ça, c'est ouais, du, ouais, ça, ouais, c'est ouais, du ouais, Ah, il y a gainage. moyen de se faire mal, perdre 2-3 dents. Ça, c'est du gainage, ouais. Oui, Ou pire, gainage. Devin Booker a pris très chaud il y a 3 jours, 70 points. Que faut-il en penser de cette performance monstrueuse? C'est le débat du First Talk. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over to Bryant. Devin Booker, 70 points à 21 sur 40 au tir, 24 sur 26 au lancer franc. Vous ajoutez 8 rebonds, 6 passes dans la défaite face à Boston. Oui, c'était une défaite, mais c'était aussi 70 points pour l'arrière de Phoenix. Alors que faut-il penser de ce jeune homme de 20 ans qui a eu cette poussée de fièvre à 70 points face à Boston? C'est ouf qu'il ait marqué 70 points quand même. On va penser que c'est la confirmation d'un énorme potentiel d'attaque, d'un scoreur, d'un très beau joueur qui a été un petit peu mis à l'ombre par Embiid cette année, par les performances de Karl Anthony Towns. Mais ça reste un très jeune joueur qui n'est pas encore fini, mais qui a un talent unique en NBA. Un vrai scoreur pur, poste 2, qui a une technique. Dans pas mal de compartiments du jeu, que ce soit en sortie d'écran, que ce soit en création derrière les pick and roll, qui est aussi un très bon passeur. Donc voilà, ces 70 points, ça rappelle à tout le monde que Devin Booker est un futur grand. On n'avait pas besoin de le voir marquer 70 points pour savoir que c'était un futur grand. Ouais, là, je suis d'accord, évidemment, c'est ça, c'est comment dire, le potentiel offensif à l'état pur, tu vois. Ce mec-là qui a 20 piges, quand même 20 piges, qui marque 70 points dans un match NBA, on va en parler, il y a plein de trucs à dire sur ce foutu match qui n'avait aucun intérêt. Maintenant, ce gars-là, quand tu te lèves le matin et que tu vois que le gars a marqué 70 points, déjà, tu as du mal à y croire. Puis ensuite, tu dis, waouh, comment il a fait pour les marquer? Et c'est vrai qu'il y a toute la panoplie. Il marque donc 21 tirs et il y a de tout. Du 3 points ouverts, 4 sur 11. C'est pas non plus la folie, tu vois. On aurait pu attendre 15 3 points pour arriver à 70 points. Mais c'est aussi du drive. Il arrive à les dunker, il joue la carotte. Tu l'as dit dans les sorties d'écran, il est très fort sur pick and roll. On se souvient que l'année dernière, dans sa saison rookie, il avait été meneur. très fort, il jouait meneur. Donc il a tout ça. Et en plus, c'est pas un physique très costaud, tu vois. Il reste entre guillemets frêle pour un joueur NBA, mais tu vois, il n'est pas très costaud et je me dis que très rapidement, on va pouvoir se voir, tu vois, dans 2 ans, il pourra peut-être être le mec le plus impactant de NBA. Et Pourquoi ce joueur, alors pour ceux qui n'ont pas trop regardé Phoenix évoluer cette saison, vous pouvez le décrire. Il défend quand même ou c'est uniquement Non, il défend pas un encore. attaquant? Il ne défend pas encore assez fort, mais je crois qu'il a la caisse et il a les cannes pour. Il a les cannes pour. On va le revoir, donc vous avez vu toutes ces stats passées. Donc voilà, c'est une vraie marque incroyable Ouais, dans l'histoire. C'est la sixième fois de l'histoire où un joueur marque plus de 70 points. C'est le plus grand nombre de points marqués contre Boston. Rien que ça, les gars, c'est quand même la franchise légendaire. Le plus jeune joueur a plus de 60 points, évidemment. Et c'est le record de franchise. Et merci Paul, James, LeBron, Steph Curry et Kevin Durant n'ont jamais atteint cette marque. Et Tu te rends compte, c'est dingue. Aux 6 de l'histoire, donc on les cite David Thompson, Elgin Baylor, David Robinson et Will Chamberlain. Donc le mec Et Kobe bien sûr. Ouais, bien sûr. Et Kobe Bryant, le mec rentre dans une caste Oui, quand clairement. même Et phénoménale. justement, et moi, j'ai regardé un petit peu les réactions, ça. Et les mecs blasés, faut arrêter, quoi. Faut arrêter de tomber sur un mec de 20 ans qui met 70 points et qu'on dise non, mais ça vaut rien. On est loin de la Melo Ball. Voilà. Tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire? Un mec qui met 70 points dans un match de professionnel, quoi que vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est fort, c'est même mieux, c'est très fort.
le mec, il a 20 ans, on va pas lui demander à 20 ans d'être Jordan à 31 ans avec un esprit de gagnant. Il va y arriver, ce mec-là. Mais aujourd'hui, il a 21 ans, il est dans une équipe très jeune avec un vrai potentiel. Il faudra qu'on s'y penche aussi un jour parce qu'il y a pas mal de petits jeunes, Marquis Chris, tout ça et tout, autour de ça, où on peut construire autour de cette équipe-là. Le mec met 70 points. Et quand je regarde le match, moi, je peux te dire que là, en face, tu as Marcus Smart sur le rap, tu as Jalen Brown, Jay Crowder. Ils n'ont pas voulu le laisser marquer 70 points, les mecs. Ils sont rentrés à la fin, ils voyaient qu'il voulait, faire gonfler son score. Ils ont défendu sur lui. Il y a eu du système, il leur a mis des paniers sur la truffe. Donc, oui, Phoenix est une équipe de merde. Oui, Phoenix n'ira pas en playoff cette année et peut-être pas l'année prochaine. Mais en tout cas, un mec de 21 ans, qui met 70 points, on ne peut pas dire « ouais, mais il a perdu ». Non. On peut aller un petit peu plus loin que cet esprit très manichéen. « Ah, tu perds, tu t'en fous de… » Non. C'est une marque historique, on a le droit de l'analyser et on a le droit de l'apprécier à sa juste valeur. Il y a des gens qui l'ont apprécié sur la page Facebook de la First Team. Simon Gurney qui nous dit « c'est une performance énorme ». D'ailleurs, ses coéquipiers étaient super heureux alors qu'ils ont perdu. Bon, ok, Jake Crowder, après la photo qui a tourné, a déclaré « je n'ai jamais vu autant de gars heureux après une défaite, ça c'est sûr ». Cette perf perd énormément de son charme à cause de la défaite, mais… c'est une perf. En fait, ce qui est incroyable, et moi je suis tout à fait d'accord, 70 points, waouh, bravo. Maintenant, c'est ça qui est important, c'est quand on rentre dans le match. On regarde les 70 points, on se dit, waouh, il a fait un match incroyable. Le problème du match, c'est que c'était naze, et ça on l'a vu ensemble, c'est que c'est un match de merde. Un match de merde, c'est-à-dire que… Donc, il a 19… C'est longtemps que je l'ai pas fait. Il a 19 points à la mi-temps. Bon. Il va en marquer 51. Il y a beaucoup de lancers francs, ça fait partie du jeu. Mais le problème, c'est que pendant tout le match, il est à moins 20 et qu'à aucun moment, il y a ce petit côté, il faut en rapprocher, il va peut-être gagner ce match-là. Et c'est vrai que c'est important à souligner. Tous ses coéquipiers jouent pour lui. Ça, à la rigueur, que les coéquipiers te donnent. Pour la gagne, ça, c'est normal. Mais ce qui est bizarre, entre guillemets, c'est évidemment la réaction du banc et des mecs plus âgés. Tyson Chandler, Leandro Barbosa. Ça, c'est dramatique. C'est pour ça qu'on y va. Ça, c'est dramatique. On parle de mecs, c'est leur rôle. Des mecs qui sont là. Et c'est leur rôle. Et c'est le rôle de Tyson Chandler. Mais Tyson Chandler, on rappelle qu'il n'est pas allé à la fac, il est passé directement par la high school. Je me demande même s'il n'est pas passé directement de la maternelle à la NBA, vu ses réactions. Là, c'est au rôle de ces seniors-là de dire bon les gars, bravo, super, très bien, nana. On va photo, au moins… photo non, mais normale, après que dans les vestiaires, ils kiffent entre tout. Que la photo sorte, c'est une faute de goût. Qu'on célèbre sur le banc, c'est aussi une faute de goût. Mais c'est une faute, pour moi, que j'incrimine aux vétérans de cette équipe-là et pas aux jeunes qui sont Marquis Chris ou Taylor Ennis. Tu veux pas leur c'est pas Taylor Ulysse, voilà. Donc, et je trouve que et là, c'est un peu une faute de goût, mais qu'on peut pas incriminer à ces jeunes-là. Ça va, quoi. Tu peux pas leur enlever, même aux plus vieux, de kiffer une fois dans la saison. Ils ont eu une saison pourrie. Ça, on l'entend. Le problème, c'est que là, ça certes, c'est à titre tombait à la individuel. danse de groupie, t'étais là en train de sauter. Tyson Chandler, il a 35 piges. Il est champion NBA, Barbosa est aussi champion NBA. C'est justement, et c'est là le rôle des vétérans qui est très important dans une équipe de jeunes. C'est là de dire, les gars, on s'assoit, on se calme, ce qu'il fait, c'est fort. On peut se lever, applaudir la performance, mais ne tombons pas dans… Effectivement, on a cru qu'il venait gagner un match 6 de play-off et se qualifier sur le parquet de Boston, ce qui était loin d'être le cas. Ça reste un match de saison régulière qui a été plié très tôt. On salue la performance. Maintenant, dans le comportement, c'est là où les vétérans n'ont pas joué leur rôle. Et s'ils avaient fait la gueule sur le banc, les médias… Mais là, juste milieu. Les médias auraient dit oui, il y a des scissions dans le groupe, tout ça. Non, après, à chaque panier, tu te dis waouh, il s'en approche, tout le monde le sentait venir. À Boston, les gens, il n'y avait plus personne dans la salle. C'était tout match. Mais c'était tout match, c'est la réaction des gens. On parle de Tyson Chandler qui est en train de danser comme une groupie. Non, mais mec, très bien, on se lève chaque panier, waouh, bravo mon gars, on est content pour toi. Mais quand même, là c'était limite, ils allaient sortir le champagne sur le banc, tu sais, ils allaient lancer le truc de Gatorade sur le coach et tout ça. Les gars, calmez-vous. Alors justement, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, quelle place on met cette perf dans l'histoire ? On la met là où elle doit être, c'est-à-dire 70 pions, 100 points de Chamberlain, 81 de Kobe. Je crois que Chamberlain remet des 78, 73. Et il est juste 6e meilleur score voilà, donc c'est pas anodin. C'est-à-dire que les NBA, elle existe depuis des décennies et que tu as un branleur de 21 ans qui met 70 pions, de 20 ans, qui met 70 pions. Et c'est seulement la sixième fois dans l'histoire qu'on fait ça. Ou plus, c'est énorme. Ouais. Que match de saison régulière, match plié ou pas match plié, aller mettre 70 points dans n'importe quel match de basket, même en départemental, les gars, moi je dis bravo. Ouais, ça veut dire que c'est la performance d'un futur très gros goinfre du shoot ou… Je l'espère, moi. J'espère. Tu sais, de temps en temps, il y a des talents qui sont un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que ce sont des postes de scoreurs. D'abord scoreur, alors sur le pick and roll, machin, il peut faire des passes. Moi, j'ai pas envie qu'il tourne à 8 passes par match. J'ai envie qu'il tourne à 30 points un jour et qu'il soit leader d'attaque et impactant sur son équipe. Parce qu'il y a un truc qui est important pour lui, c'est qu'il a 20 ans, mais qu'aujourd'hui, il a peu d'impact.
il est clutch. Par exemple, il est clutch quand les matchs sont serrés. Mais il a encore peu d'impact sur son équipe. Damien Lillard, quand il arrive, certes, après 4 ans d'une petite fac, je sais pas quoi, dès qu'il arrive, il est impactant. C'est-à-dire qu'il va te faire gagner des matchs. C'est-à-dire qu'il va tenir son équipe quand ça va mal. Et Devin Booker. D'accord, Damien Lillard arrive avec Nicolas Batum, avec Lamarcus Aldridge et Wesley Matthews. C'est quand même pas la même équipe. C'est pas non plus. C'est l'apprentissage. Attends, c'est pas ce que je peux comparer les Portland. Je te dis que moi, j'en attends dans 1 ou 2 ans qui sont impactants sur non seulement des matchs, mais sur tout au long de la saison. Exactement, mais c'est l'apprentissage. Il a 20 ans, c'est ce que je dis tout à l'heure. On va pas demander à un mec de 20 ans d'avoir le flegme de LeBron James alors qu'il a 1 an et demi de NBA dans la tronche. Personne ne demande ça. Bah si, un petit peu quand tu dis ouais, mais ils gagnent pas, ils iront pas en playoff. On a vu un petit peu toutes les réactions qu'il y a eu autour de ça. Et arrêtons de jouer les blasés aujourd'hui parce qu'on a les League Pass et qu'il y a NBA Extra qui existe. Et je les salue, mes amis, parce qu'aujourd'hui on voit de la NBA à foison et du basket à foison, que ce soit la NCAA, la high school et tout, on voit tout, et qu'on soit blasé qu'un mec mette 70 points. Moi, je veux pas les pros, par contre. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Le mec a 20 ans, mais 70 points, et après, bien sûr, il va apprendre à être un leader, à amener son équipe avec lui. Et ça, mais laissons-le. Mais on l'espère. Moi, c'est pas que je vais faire. Je n'en doute pas une seconde. Et emballement médiatique oblige, forcément, la question qui est revenue partout, tout de suite, c'est est-ce le nouveau Kobe? Car Kobe lui a un jour offert des chaussures avec écrit Be Legendary. C'était un peu son mentor. Et on a d'ailleurs des messages sur la page Facebook de la First Team qui nous disent que c'était 70 points un peu forcé, mais c'est Taina Andria qui nous dit ça a ouvert les yeux de beaucoup de gens sur le potentiel énorme de Devin Booker. Kobe est un de ses mentors, il lui a offert cette paire de chaussures. D'ailleurs, le Be Legendary s'est retrouvé sur le tweet de Devin Booker dans la foulée. Et autre commentaire de notre fidèle Benoît Raymond qui nous dit « Moi, j'ai du mal à le comparer à Kobe quand même, ça n'a rien à voir. Il y a des similitudes, certes, mais Kobe, c'était différent. » Et je dis ça aussi parce que c'était peut-être mon joueur préféré. Il y a une technique, je trouve, qui se rapproche de celle de Kobe. Techniquement. Ouais, j'entends. Attends, d'abord, il y a un petit truc. Pourquoi on parlait de Kobe? Vas-y, Polo, est-ce que tu peux envoyer? C'est une petite photo qui est passée sur les réseaux pour comparer les jeunes Kobe. Tu l'as, Polo, ou pas? Ouais, super, merci. Alors voilà, donc c'est Kobe jeune, évidemment. Les deux ont un père qui a joué à NBA. C'est Devin Booker, par contre, c'est pas Brian Booker. Le mec qui a rien compris. Kobe a été drafté en 96, l'autre est né en 96. Les deux font 1m98. Les deux jouent au poste 2. C'est les deux plus jeunes de leur promotion à avoir été draftés. Ils sont tous les deux 13e pick. Et les deux jouent avec des Kobe au pied. Voilà, elle a un peu tiré, mais c'est un peu l'idée. Et moi, ce que j'aime dans cette comparaison, on peut revenir d'un point de vue physique et technique, mais il y a un truc d'insouciant, complètement fou que j'aime énormément. Kobe, jeune, on se rappelle, il joue pas et lui, il est persuadé de sa force. Quand il est rookie en playoff, il envoie des airballs contre Utah. Tout le monde dit c'est un malade, mais c'était les prémices d'un caractère extraordinaire. Devin Booker, il y a aussi un peu de ça. Alors, il ne joue pas de playoff, ça on est d'accord, mais dans sa manière d'aborder les matchs et sa manière d'avoir des coups de chaud, genre moi je suis le boss, même si j'ai moins de 20 piges, il y a des similitudes d'un point de vue mental et caractériel. Après, on verra évidemment sur la longueur si Booker atteint ce niveau-là un jour. Moi, je vais aller plus loin. Devin Booker est un potentiel MVP un jour de la Ligue, clairement. Comme beaucoup, hein. Ouais, mais lui plus que les autres. Alors oui, au même titre que Karl Anthony Towns, au même titre que Karl Anthony Towns, au même titre que Embiid s'il revient à 100%. Voilà. Mais moi, ça fait partie de ces mecs-là qui un jour seront dans la course pour être MVP. Tu sais, on parle beaucoup donc de ces 70 points, que c'est un scoreur. Mais Jordan, on se souvient toi avant qu'il soit champion et qu'il soit, il arrive tard. Il fait une saison à 38 points par match, une saison, et on dit non mais c'est un mec qui fait que marquer des points. Mais ça s'apprend après de gagner des matchs. Après, tu gagnes des matchs, tu envoies ton équipe en playoff. En playoff, tu gagnes des matchs de playoff, tu gagnes des séries et tu gagnes des titres. C'est des étapes. Personne n'arrive à 20 ans avec une expérience magique un peu. Et c'était très rare. Mais parce qu'il était en avance sur son temps aussi. Donc là, il emmagasine l'expérience qu'il lui faut. Accessoirement aussi. Ça aide. C'est pas pareil, mais là, il emmagasine donc l'expérience qu'il lui faut dans un an. Voilà, c'est un processus qui est en marche. Là, c'est vraiment en place avec lui. Là. En plus, moi, je te dis, les Suns, ce qu'ils font avec la draft, ils vont encore avoir des tours de draft cette année. Ils ont le petit Ulysse, moi même si je pense que ça peut pas être un meneur titulaire en NBA, il ramasse trop. Bledsoe quand même. Il y a Bledsoe, mais je crois que cet été, c'est pas sûr qu'il reste, on verra. Il y a le petit Marquis Chris qui est très bien sur le poste 4. Voilà, ils ont des mecs, le grand Len là, qui peut faire des trucs, Bender qui doit. Voilà, c'est une équipe qui se construit petit à petit. Laissons-les grandir, quoi. Et Devin Booker le premier. Et là, concernant ce que vous avez pu voir de lui en interview ou les à côté de la NBA, c'est un mec qui pourra qui aura les épaules assez larges. Il a le profil star system, clairement, bonne ambiance et tout ça. Et puis d'ailleurs, tu l'as dit vite fait tout à l'heure, mais le tweet après coup, il met sa photo, machin, Be Legendary. Et derrière, il y a Crowder qui vient de dire, j'ai jamais vu autant de mecs célébrer une défaite. Et lui répond,
tu ne peux pas défendre sur moi. Tu vois, ce genre de petites conneries qu'on adore. Mais c'est aussi ça. Et moi, je trouve que ça fait partie du jeu. Kobe était peut-être égocentrique, mais c'est parce que c'est une superstar. Et donc, on attend aussi des mecs d'être un peu égocentriques, un peu égoïstes par moment. Ça fait partie du jeu. Il y a besoin en effet de ce mental. Exactement. Voilà pour le débat. On prend toujours vos commentaires. Hein. N'hésitez pas sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Discutez avec nous de Devin Booker, car on va encore en reparler très prochainement au fil de ses exploits. Vous lisez souvent des articles sur les joueurs surpayés de NBA. Aujourd'hui, on s'est demandé quels étaient les joueurs sous-payés de NBA. C'est l'heure du top 5. Certains n'ont pas encore eu la réévaluation des contrats avec les droits qui sont tombés. Du coup, ils réalisent une saison exceptionnelle et pourtant, ils sont archi sous-payés. Alors, qui sont-ils de ce top 5, ces joueurs? On peut commencer par Steph Curry au hasard. Ouais, Steph bah Curry oui. au hasard. sûr. Ouais, au hasard. 4e salaire des Warriors. Le jackpot arrive pour très bientôt. Et il est à 12 millions par saison. C'est que dalle, ça, 12 millions. Ouais, c'est que dalle pour ce joueur fantastique, en effet. Aujourd'hui, dans les prix actuels du marché, 12 millions, oui, effectivement, C'est donné. C'est donné, quoi. Ah ouais, c'est donné. Ouais, évidemment, Comment on Steph fait Curry. pour être une superstar et vivre avec... Seulement 12 millions de dollars. Non, pas vivre, vivre, on y arrive. Corrige-moi si je me trompe, Thomas, mais supporter. Steph Curry signe un contrat avant qu'il explose vraiment avec sa saison MVP. Bah, Et donc, En du coup, 2012, il prolonge en fait pour voilà. 44 millions. C'était un pari à l'époque. Voilà, donc il est encore sur ce contrat-là. Et le problème, c'est qu'entre-temps, dans ce contrat-là, il est arrivé au niveau qu'il est aujourd'hui. C'est la méga superstar, double MVP en titre, champion de NBA en 2015. Donc voilà, donc forcément, mais ne vous inquiétez pas hein, pour lui. Hein, je pense que il va très vite faire la bascule. Hein. Non, mais évidemment. Ce qui est dingue, c'est que même avec les anciens draft télé, il était déjà sous-payé le mec. C'est-à-dire Ouais. qu'à 12 millions, c'est ce que prenait Tony Parker. Mais en 2012, No offense à Tony en Parker, 2012, mais on parle d'un c'était- double MVP. En 2012, c'était un pari, 12 oui. millions. Exactement, Beaucoup de ça c'est un problèmes à truc la cheville. important à dire, c'est que les Warriors ont fait ce pari non seulement de dégager Monta Ellis, on oublie, mais Monta Ellis c'était la petite resta côté Warriors, puis de re-signer ce mec-là qui avait beaucoup de problèmes à la cheville à ce moment-là, et derrière, pari payant, puisque tu vas être champion, tu as le MVP, tu as le visage de la NBA pendant 2-3 ans. Bon, ne soyez pas inquiets, il a signé un énorme contrat avec Under Armour, il a des parts dans la boîte. Tout va bien chez Aïcha et est là en train de faire la cuisine à la maison au calme. Non, tout va bien. Écoute-moi. Et ça veut dire que ça me fait penser que certains joueurs NBA pourraient. Khaled Vous l'avez Oh, punaise tapé. Oh mon gars, Khaled. Putain, c'est toute mon enfance, ça. Oh la vache. Ça veut dire que certains joueurs NBA vont hésiter avant de signer des 4-5 ans bientôt en se disant oh là, il y a des renégociations qui cinq vont ans, arriver. C'est ce que fait LeBron James, hein, de signer des contrats d'1 an. avec KD Cleveland. aussi, pareil. Et KD, donc comme ça, ils peuvent revaloriser chaque année. C'est une nouvelle façon de fonctionner. Mais après, on sait que si le jour où tu te blesses, eh ben aussi, tu peux perdre une année où tu signes nulle part. Donc, Exactement. Autre- Oui, vas-y, non, ça juste pour arrive. finir, il va signer normalement pour 200 millions de dollars sur 5 ans. Oui, voilà, il va rattraper son retard c'est rapidement. Limoges. C'est la grosse. On a des infos. Contre le Portel, il va jouer. Exactement. Ça ira Ouais, mais bien. Limoges, en plus, ils ont signé pour le coup un très bon meneur. Ils font souvent ça sur la deuxième partie de saison. Ils se sont complètement relancés. Pourquoi pas Et regarde dans la tirelire, il reste du cash, il faut bien le filer un quin. Autre joueur sous-payé cette saison, 12 millions également. Il lui reste 2 ans de contrat après cette saison. C'est Kemba Walker, bien moins payé qu'un Rajon Rondo ou qu'un Ricky Rubio. Kemba Walker aujourd'hui donc fait partie des joueurs sous-payés. Ah oui, Et il non doit pas voir, le sous-cotés. gars, hein. Mais il y avait beaucoup de questionnements autour de lui par rapport à ses qualités athlétiques, physiques, petit meneur. Il y avait quelques doutes autour de Kemba Walker quand il est arrivé en NBA. Et lui, comme c'est quand même un mec qui a un gros mental, hein, on se souvient de lui à la fac, c'est un tueur de match, le Kemba Walker. Donc il a finalement fait taire pas mal de critiques. J'enlève la faute d'orthographe, mais ça c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait quoi? J'ai pas vu. Non, mais vas-y, Par continue. Donc, En fait, il y a le- plusieurs années, mais Le petit problème par rapport à ce contrat-là, quand on parle de sous-payé, donc Curry, lui, va signer cet été, c'est que lui, il lui reste encore 2 ans de contrat derrière. C'est-à-dire que jusqu'en 2019, il va prendre ses petits 12 millions. Lui aussi, il avait signé en se disant, c'est aussi une assurance, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Il méritait, il avait du potentiel. Là, cette année, il est All-Star. Et il doit un peu s'en mordre les doigts d'avoir signé, enfin, entre guillemets, s'en mordre les doigts. Oui, hein. ce sont Tu des vois ce que je veux prises de dire, c'est toujours risque, pareil. Ce sont des prises de risque à c'est aussi quelques un- millions voilà. d'euros. Même si le All-Star cette année, je trouve que c'est un meneur qui a quand même moins la cote que tout le gratin des meneurs, mais on sait que c'est Parce un que poste. peut-être qu'il en fait pas partie. Mais on sait que c'est un poste aussi en NBA où il y a une énorme concurrence. Autre joueur à 12 millions également, il est du côté de Toronto, au Canada, les Raptors. Kyle Lowry est à 12 millions par an. Il fait Ouais. partie de ces joueurs sous-payés, superstar de sa franchise.
Alors Kyle Lowry, voilà, c'est quand même c'est un peu un autre profil que Kemba Walker. Kyle Lowry, il a 30 piges, 31 ans même maintenant, c'est un 86. Il a des stats assez sérieuses et ça fait 2-3 ans qu'il démonte la conférence Est quand même. Donc lui, il arrive en fin de contrat enfin et va, j'espère pour lui et pour ses Raptors, se voir prolonger pendant 2-3 ans. C'est-à-dire que la fin de son contrat va arriver quand il aura 34-35 ans. C'est aussi un truc qu'il faudra prendre en compte côté Raptors en fin de saison. C'est un mec qui a galéré à se trouver, on se souvient, son début de carrière, ça a été compliqué. Houston notamment. Houston 2 fois. Ouais, Houston 2 fois. Et en fait, c'est à Toronto vraiment qu'il s'est complètement trouvé. Ce qui peut s'expliquer, ce petit contrat-là, même si on rappelle vraiment que l'année dernière, les droits TV ont changé toute la donne. Il y a des mecs qui étaient bien payés et qui sont devenus quasi sous-payés avec cette histoire de droits TV. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'ailleurs de faire de ce top 5 des sous-payés, parce que sans ça, on imagine que certains, au moins la moitié de ce contrat. T'inquiète, ils vont faire la bascule rapidement. Le joueur qui a le plus gros contrat en cours, c'est un meneur de jeu. C'est Mike Conley qui a un contrat de 160 millions de dollars. 153 millions. 153 et millions. Donc ça fait 26 millions pour cette saison pour Mike Conley, même si le joueur le plus payé, c'est LeBron James qui a plus de 30 millions cette saison. On parle de meneur de jeu justement avec Mike Conley. Il y a que des meneurs dans ce top. Ouais, c'est un autre profil atypique. Il a 8 millions de dollars par an. C'est George Hill du côté du Jazz. Il a refusé de prolonger pour 13,6 millions jusqu'en 2020. Récemment, on a appris ça. Alors George Hill qui est devenu un leader pour le Jazz. Il était en fin de contrat avec Indiana quand il a signé, il a été tradé. C'est justement sa dernière saison. Voilà. C'est cet été qu'il va pouvoir re-signer un truc. Donc la grande question, c'est est-ce que Utah va décider de mettre le paquet sur lui? Il réalise vraiment une très bonne saison. Malgré quelques blessures, personne n'attendait à ce niveau-là. Malgré beaucoup de blessures. Malgré beaucoup de blessures, mais bon, ils sont quatrième, en passe d'être quatrième de la conférence Ouest. Est-ce que la grande question, je te la pose, Erwan, est-ce que toi, à la place d'Utah, tu re-signes ce mec-là à, je te dis une connerie, 25 millions la saison pendant 3-4 ans? Non. Je m'attendais à cette réponse. Non, mais George Hill, il m'a fait taire pas mal cette année, mais je lui file pas 25 millions par an, ça c'est sûr. Ouais. Surtout quand on connaît les mecs sur leur dernière année de contrat, comme ils se donnent, et quand ils ont le gros contrat, c'est ce que ça donne. Moi, je pense que Après, on va attendre quand même, c'est un mec bien formé, les Spurs. Oui, non, mais c'est vrai que lui, c'est plutôt un joueur bien structuré, mais je pense que Utah, dans la progression aussi qu'ils veulent, je reste persuadé qu'il leur faut un meneur d'un standing différent. Mais dans ta réflexion, les 20-25 millions, l'été prochain, ce sera la norme. Quasi. Donc, pour les très bons joueurs. Pour les très bons joueurs. Donc s'il lui propose 18-20. Ouais, c'est quoi ton prix? À combien tu là, autour des 20. À 18, 19. C'est déjà énorme. Hein. Ouais, c'est déjà énorme. Et les nouveaux droits ont tout fait exploser. Donc, mais je veux dire, là, on peut le re-signer à cette hauteur-là. À 25, je ne file pas à 25. À 25, je pense que si. Il faut un mec. C'est Gobert qui est à 25 et c'est donc Gordon Hayward qui le sera dans pas longtemps. Si tu peux avoir Bledsoe à 25. Mais attends, tu me parlais de mecs blessés. Moi, je te dis, je préfère largement avoir George Hill pour plusieurs raisons. Je pose une question comme la première, si on enlève les blessures. La première, c'est que c'est un bon défenseur qui n'ouvre pas à sa gueule, qui peut mettre des tirs et qui peut mettre des gros tirs. À côté d'un mec comme Gordon Hayward, qui a quand même besoin de la balle beaucoup plus souvent et qu'il faut absolument laisser éclore comme la superstar de l'équipe, je préfère ça que prendre Eric Bledsoe qui aura aussi tendance à vouloir tirer la couverture à lui. Le cinquième joueur de ce top 5 des joueurs sous-payés cette saison en NBA par rapport à leur ratio. Oh punaise. C'est lui, il est à 6,5 millions de dollars sur la saison. Encore un an de contrat pour Zia Thomas à Boston. Alors oui, forcément, cette nouvelle superstar de la NBA, eh ben, c'est offert, c'est cadeau. C'est cadeau, cadeau grave. Là, on se rappelle 150e. 3 000 euros par mois, un T2, il paye ses charges et il a une 309. Et une voiture de location de Clio 2 tranquille. Ouais, la grande question, c'est est-ce qu'il va aller aux Lakers en 2018, lui? Pour le fameux contrat à 200 millions. Il paraît que Boston n'est pas super chaud à lui filer les 200 millions. Non. Tu vois, donc c'est ce qu'a fait. Ils sont pas très chauds de lui filer le max du max. Et pourtant, tu vois, quand je vois ces stats-là. Mais tu veux que je te dise, alors il y en a que ça va faire hurler et tout, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a déclaré Danny Ainge. De lui filer 200 millions. Ouais, mais bon, moi, ça je comprends. Et tu sais, c'est toujours pareil. Sur combien de temps? Sur 5 ans? Sur 5 ans, ouais. 200 millions sur 5 ans. S'il part, il ne peut pas signer à plus de 4 ans, donc voilà. Non, la grande question, c'est que Boston est là aujourd'hui, à l'instant T, en mars 2017. Moi, je veux bien vos histoires de il faut pas le re-signer, mais si tu le re-signes pas, il n'y a personne derrière, mon gars, c'est lui la resta. Je t'ai pas dit qu'il fallait pas le re-signer. Je t'ai dit qu'il fallait, moi, 200 millions, ça me paraît. Mais s'il demande, il dit c'est soit 200 millions, soit je me barre. Tu vas dire, vas-y, merci pour le service, on a fait 2 finales de conf, salut gros. Écoute, il lui reste un an et demi de contrat, enfin une saison, on finit cette saison plus une autre saison. En tout cas, aujourd'hui, je me laisse le temps d'une nouvelle saison. Tu l'as le temps. Mais il faut aussi se dire que si par exemple lui, il dit j'ai envie de me barrer, en février, ça peut être le feu et on pourra peut-être envisager un transfert. Ça fait partie du risque. En général, les Celtics sont plutôt bons pour gérer ce genre de cas-là. Okay. C'est rarement le feu dans la franchise. Ouais, c'est vrai.
À voir si les Lakers arrivent à lui mettre le coup de pression qui pourrait. Après, les Lakers, les gars, moi, je les aime Oui, bien. les Lakers comme un autre, c'est Je comme je lui, les aime, quoi. je les aime bien, tu sais quoi, mais il n'y a pas 60 000 équipes qui vont l'intéresser à Isaiah Thomas. S'il va aux Lakers avec Paul George, crois-moi, ça va l'intéresser. Hein. Oui, mais les Lakers, ça fait longtemps. Tu vois, il y avait l'histoire 18 Durant. Thomas, il est chaud sur les Lakers. Il y avait l'histoire Chaud, Durant. chaud. Il y avait l'histoire Durant aux Lakers. Il y a plus grand monde qui veut aller aux Lakers, des superstars, Thomas. Ouais. Ça va peut-être changer, mais. Tom n'y croit pas une seule seconde. Moi, je croise les Désolé. doigts comme ça pour que ça change chez les Lakers, hein, parce que j'en peux plus là. Émoticône qui croise les doigts, les Exactement. gars. Allez, c'est l'heure on a fait le tour de ce top 5. Ça y est, Ouais. on peut en citer quelques autres, mais non, ça s'appelle le top 5, donc il y en a 5. Bientôt, tout on fera simplement. les escrocs quand même, hein, la semaine prochaine, je pense. Les escrocs. Escrocs. Ça, vous aurez envie de commenter, ça, les escrocs de la NBA. Là, c'est l'heure du All-Star, pas All-Star, les tops, les flops. In overtime, and Michael has the ball, again guarded by Shawn Marion. The fadeaway. All-Star, pas All-Star, les tops, les flops, c'est le moment des tops et des flops d'Erwan et Thomas. Thomas, sir. tu commences par ton Allez, top. je commence par mon top, et ça va être la NCAA, parce que c'est le Final Four bientôt en NCAA. Ouais, c'est lourd. Alors voilà, la NCAA, donc c'est la grosse March Madness. NCAA, je te mets un coup de chlasse encore une NCAA? fois. NCAA, s'il te plaît. Bah pourquoi on dit comme ça, NCAA, mon gars? Dans toutes les petites Ouh, soirées ça, autorisées. ah, les Aux soirées. États-Unis d'Amérique. Donc ouais, D'accord. donc ça y est, le Final Four, les 4 représentants sont donc connus. South California, extraordinaire exploit. Oregon, extraordinaire exploit. North Carolina, Extraordinaire exploit. mais un extraordinaire exploit parce que tir à la dernière seconde contre Kentucky et Gonzaga qui va au Final Four. Je crois que c'est depuis 1939, mais je crois que j'ai peur de dire une énorme connerie donc je vais pas le dire. C'est trop tard, je l'ai dit. Et avec le français donc Kylian Tilly, Kylian le Tilly. petit frère de Kim, Et non avec qui pas- j'ai joué. Et non pas Ronny Turiaf. Et non pas Ronny Turiaf, ça fait pas mal de temps qu'il n'y est plus. Mais donc voilà, on invite tout le monde à regarder la NCAA parce que c'est vraiment topissime, comment vous dire, nous on adore ça, c'est vraiment le feu, les salles remplies, la trompette, on se croirait à Pau, sauf qu'il y a plus de monde. Bah quoi? Les filets ne ressemblent pas à la même chose? Oui, non, mais bon, les filles. Quoi, Pomarès c'est pas assez grand? Je t'amènerai un jour et tu verras. Ah ouais, mais que pour la finale de la Coupe des Landes, sinon je viens pas. Maintenant, il y a la Coupe du Sud-Ouest qui est pas mal aussi là-bas. Ouais, je m'en Et fous, la la Coupe des Coupe Landes, des elle est plus à Pomarès. Allez où? Je sais plus, ils ont changé. Mais Ça te elle fait est- rêver, elle là, est à Thibaut, Dax. hein. Elle est à Dax, ça fait la Coupe des Landes. D'ailleurs, je crois que Gamard s'est qualifié dimanche soir face à Montsouet. Et ça passe Ils donc ont sur fait- et c'est FR3. c'est Jérôme Mansané qui a battu Nico Gaillon. Et ça, c'est ma génération dans le Sud-Ouest, mon gars. Ça, c'est mes potes du ben, Sud-Ouest tant mieux. que je salue et que j'embrasse. Bon, bah, tous ceux qui ont envie Merci. de regarder la Coupe des Landes, vous pouvez, mais en tout cas, il y a une Il y a une très belle brocante dans les Landes, hein, d'ailleurs. Si vous Il y en a plein, il y en a à Paris, des brocantes aussi, les mecs. Non, C'est non, ça, mais dans c'est les la- Landes, elles sont super. Elles sont vraiment. Ouais, mais à Paris, c'est pour les hipsters. Donc c'est très différent. Alors que dans les Landes, C'est pour les Landais. c'est pour les Landais. Ils sont cons, ceux-là, ou quoi? Merci pour ce. Sur ce point, Ce point Eh March ouais. Madness fort intéressant qui a un peu dévié, on l'avoue, on est désolé. On pourra voir ça quand alors la March Madness? c'est le week-end prochain. Le week-end prochain, elle Ouais. sera diffusée où? Sur SFR Sport. On Ah, espère en d'accord. direct. Avec notre ami Alex Avec Biggerstaff. Biggerstaff. Qu'on Bah salue, ouais, qu'on embrasse d'accord. aussi. Absolument. Voilà, pour les informations, pour les Absolument. fans de basket. Exactement. C'est tout ce que tu as à dire Ah sur ouais, ce mais c'est top? bien déjà, non? Ouais, moi, je suis chaud sur la March Ok, bon, Madness bah, ce week-end c'est prochain. vrai En plus, on n'avait rien de prévu avec Erwan. C'est vrai. Alors on regarde. Vous n'avez pas lâché ta mère Allez, Moi, top à toi. mon All-Star, moi, c'est John Wall et les Wizards. On en a parlé il y a peu de temps dans un débat talk du First Talk. Et les Wizards sont allés casser la gueule des Cavs à domicile avec un énorme John Wall qui m'a régalé. On a vu encore une fois beaucoup de problèmes chez les Cavs. On a du mal à régler ces problèmes, notamment défensifs, alors Kyrie Irving est un très bon joueur d'attaque. Par contre, ça fait quand même 4 matchs d'affilée que les meneurs d'en face lui démontent la gueule. Alors, il est rarement en bugne à bugne avec eux, mais au bout d'un moment, il va peut-être falloir qu'il s'en charge aussi de ce côté-là du terrain. Bah, c'est notre peut-être ton ami. pote J.R. Smith et Iman Shumpert qui doivent s'y mettre plus que lui, non? Aussi, mais il a peut-être le droit aussi de montrer l'exemple par rapport à Ouais. ça. Et gros, c'est un Ça droit. marche pas comme ça, tu Et sais très bien. on dit souvent que la NBA est on le disait avec Paul George, est une ligue de défis personnels. Ah oui. Est-ce que j'aimerais bien que de temps en temps, il puisse se dire, allez, vas-y, je vais le prendre parce que c'est bien beau de tripoter, il sait le faire à la perfection, mais c'est aussi faire ça gagner. LeBron James, on sait très bien que dans les matchs importants, en playoff et en finale, défend très très fort là. Tu viens de dire le mot magique. En playoff. Enfin, sont les champions, on n'y est pas encore. ouais, mais là, tu perds quand même à domicile face à un concurrent potentiel, Boston est juste derrière, en plus. face à une menace réelle. Donc voilà, bravo aux Wizards et j'espère vraiment qu'on pourra avoir une finale de conf entre ces deux équipes-là. Parce que voilà, John Wall, on a vu que et Washington pouvait créer énormément de problèmes à la défense des C'est Cavs. peut-être à cause des lunettes de LeBron.
Et Hein, donc, des Ça lui lunettes, allait pas du tout. Hein. Des lunettes On aurait dit Antoine James. de Ouais. James Armstrong, n'importe Non. quoi. Un peu chelou. James, mon gars. Lance Armstrong, c'est mieux. On James Armstrong, who the fuck is On that? aurait dit Antoine Carr surtout. Ou Antoine Carr aussi, ouais. Et cette victoire des Wizards, vous l'aviez vu dans votre Big Bucket PMU? C'est pas le Big Non. Bucket par contre. Hein, C'est le- Big Ticket. Ticket. Big Big Bucket, Ticket. c'est quand tu vas au KFC. Ah, ça, c'est- Et Big Et c'est Ticket, toujours le c'est... Big Car les Ticket. amis, sachez-le, je n'ai pas encore mangé et j'ai très faim. C'est Ah, pour ça que... bah on est Non, ravis donc de le voilà, savoir. bravo Wizards, ça me laisse, moi, les doutes que j'ai autour des Cavs cette année, alors effectivement, on atteint les playoffs, mais je trouve que cette année, je les trouve beaucoup plus vulnérables que par le passé. Absolument. Ton flop? Ouais, mon flop, ce sont quatre équipes en fait. Hein, finalement, c'est des équipes qui perdent énormément de matchs en ce moment. Les Knicks, ce sont 5 défaites d'affilée. Memphis est à 3, mais très moribond. Mais là, on va rentrer dans du sérieux. Donc les Suns, bon, 70 points, 8 défaites d'affilée. Et surtout Atlanta. Atlanta qu'on a vu tout à l'heure, donc face aux qui ont le même bilan que les Bucks, ils sont sur 7 défaites d'affilée. Ça la fout mal quand tu es 5e de la conférence et que tu vises au moins à passer un tour pendant les playoffs. Donc ça va très mal. Hein. Atlanta passe un très mauvais moment Ouais, fin de très mal. saison. Et c'est surprenant, non? C'est Ouais, quand c'est même une surprenant. équipe très fiable. Ben voilà, c'est ça. C'est qu'une équipe qui va jamais très très haut, mais ça reste une équipe fiable, qui va toujours en playoff et qui déçoit rarement. Voilà. Aujourd'hui, ils sont à 7 défaites d'affilée. Et moi, j'ai peur qu'ils arrivent pendant les playoffs un peu au bout du Rolex. Question rapide, qu'est-ce que tu penses de Schroeder cette année à qui on a filé les rênes? Eh bien, on parle souvent d'un peu de temps d'adaptation. Il est en pleine transition. Je lui souhaite que l'année prochaine, il soit largement plus fort que cette année. Voilà. Il reste quand même 5e de la conférence. Tu peux pas lui enlever ça. C'est politiquement correct quand même. ce Ouais. cas. Ouais, mais en même temps, je veux dire qu'il est nul alors que le mec est 5e. On attendait un peu plus. Bon, bref, passons. Ah là. Ton flop. Bon, pas All-Star Erwan. du tout, mais alors du tout, c'est ce bon vieux Doc Rivers. Un jour, il va peut-être falloir ouvrir son dossier à notre ami parce que ça fait quand même maintenant quelques années qu'il est à la tête des Clippers avec des ambitions qui n'étaient pas masquées, qui étaient clairement affichées de jouer le titre un jour. Et bien voilà, mon ami, ça fait quand même des années, c'est tout le temps les mêmes problèmes avec les mêmes joueurs. Voilà, quel est le style des Clippers, quel est le style de jeu des Clippers au bout de Qui est cinq- le poste 3 voilà. Qui est le poste À 3? quel moment tu arrives à tirer enfin un poste 3? Ça fait des années qu'il y a ce problème aux Clippers, il n'est jamais réglé. Voilà, donc c'est des mecs qui sont présidents des opérations basket, qui sont coachs, qui veulent tous les pouvoirs, et au final, on leur tire jamais dessus. Doc Rivers a été un grand coach avec Boston, où là, il y avait une vraie identité de jeu. Depuis qu'il est aux Clippers, il ne vit que sur ce titre-là et sur son passage à Boston. Je trouve qu'aujourd'hui, il ne mérite pas son statut pour certains, de meilleur coach de la Ligue. Il y a d'un des meilleurs coachs de la Ligue. Il y a un vrai problème autour de Doc Rivers, il n'a rien insufflé. Et Et le niveau de jeu du fiston, t'en penses quoi? Pas mal. où il a progressé. Honnête. Là, pour le coup, c'est peut-être le seul truc qu'il a fait. Moi, je ne l'aimais pas du tout. Et je trouve qu'il l'a fait, il a progressé. Alors, au contact de son père, j'imagine, mais il l'a fait progresser. C'est bien. C'est un bon, Il mérite de jouer, un pas bon de mec problème. qui sort du banc. C'est un joueur qui a le niveau NBA. Voilà, c'est une bonne rotation dans une bonne équipe de NBA. Maintenant, Doc Rivers, ce qu'il est en train de proposer avec les Clippers, je trouve ça d'une tristesse inouïe. Voilà. Ça veut dire c'était quoi Boston? Alors ça veut dire que c'était juste un écran de bon, fumée? Non, mais c'est notre époque, une autre Il y avait façon de trois faire. autres. avait- Il y avait des joueurs plus forts aussi. Il hein. a- avait, pas essayé il avait des d'évoluer. joueurs plus chers, mais il avait aussi Tom Thibodeau et tout. Puis peut-être que le basket a changé depuis. Le basket, on est tombé sur un basket de small ball, un basket où il y a plus d'adresses externes et tout. Et je trouve qu'il ne s'est pas adapté, tout simplement. Il y a des nouveaux coachs qui arrivent, qui ont des résultats. Et lui, je suis désolé, il a un effectif. Heureusement qu'il assure une place en playoff. Mais chaque année, c'est de moins en moins bien. Cette année, il risque de ne pas avoir l'avantage en playoff. C'est-à-dire que l'année prochaine, ils vont lutter pour la 8e place. Et l'année d'après, ils ne sont plus en playoff. Bon, je ne sais pas, je ne comprends pas en fait. Ils visent peut-être le numéro 1 de draft dans Il n'y a 5 ans. aucune progression chez les Clippers avec Doc Rivers à leur tête. Voilà. Tu parles même de régression là. Mais oui, mais il régresse. Lâchez les clairement. commentaires Il là-dessus régresse. aussi ce que vous pensez de Doc Rivers Mais ouais, et dites-le des moi. Clippers. Parce Dites-le que nous. on en a lu quand même pas mal de gens qui épinglent Doc Rivers et, Mais à juste et ça titre. commence à se voir maintenant. en Et effet, Stan Van Gundy, des pareil à Boston, chez les Pistons. Hein. Non, mais pareil, les mecs qui veulent être président des opérations basket et tout, là, et lui, il fait de la merde, il risque de pas qualifier son équipe en playoff, et c'est toujours la faute des joueurs. Alors au bout d'un moment, le petit Jackson, c'est lui qui a voulu le faire venir. Hein. Bref. Bref, que serait une fin de NBA First Talk sans les traditionnels remerciements? Les remerciements d'Erwan à votre tête sont au First Talk. C'est que Stan la Van Trump Gundy est aux Tower est à Pistons. New York. Voilà, c'est ça. Ok, merci que pour la statue du comparaison. Shaq est au Staples Center. Allez, Paul, envoie la smoule. Je ne remercie pas donc Doc Rivers, mais je remercie George Trapp, qui était très bon pour venir faire des prises à deux. On l'explique en début d'année. Non, wow, vous êtes nuls. Et je remercie ensuite Calvin Cato, qui va tous les dimanches à l'église et qui est contre le mariage pour tous. Ah ouais, L'ancienne Calvin Cato, je me souviens Ah trop de ouais, lui. moi C'est pas aussi. marrant ça, Calvin Si, Cato c'était contre le drôle, mariage c'était pour tous. drôle. je me Merci. suis levé.
Tu es mon meilleur je m'en public, souviens. Thomas, sache-le. Ouais, non, mais non, elle était très bien Dans celle-là. NBA Live, je le prenais. Ouais, exactement. Ça a envoyé. Et donc tous les dimanches à 11h, vous pouvez le retrouver à l'église. On l'avait bien celle-là. Merci. Merci et on n'oublie pas le programme de la First Team, tous les contenus de la First Team, le lundi, le First Talk, le jeudi, le First Day Show, les matinales, chaque matin, le First Talk Foot qui arrive le vendredi. Bientôt, on aura une interview à vous proposer avec le groupe IAM également qui parle et basket et football. Ce sera Et bientôt musique, en tant boîte. qu'à faire. Ça, on sait qu'ils sont au top là-dessus. Et les gagnants, bien sûr. Vous êtes en oui, train les d'hurler gagnants. devant votre ordinateur, devant votre télé, devant votre tablette. Oui, les gagnants des ballons de basket annoncés jeudi dernier dans le First Day Show. Exactement. Ce sont Christophe Perdé. Ça Ouais. y est, le maître Polo a décidé. Christophe Perdry. Donc il gagne le ballon, puisqu'il a deviné, vous étiez beaucoup à deviner les 12 passes et les 13 passes de Westbrook. Donc Christophe, tu as gagné le ballon Bravo, de Christophe. Houston. Et le deuxième, c'est sur YouTube qui a été choisi, c'est Mathieu Lefort, qui a donc lui trouvé combien de passes allait faire Russell Westbrook. 13. Bravo Mathieu. Bravo Mathieu et bravo à Christophe. Jeudi prochain, de nouveau des maillots à gagner, les amis. Les maillots sont de retour. Et des maillots français, je crois, des non maillots français. Oh là là. C'est bientôt. Ça Soyez sent avec le nous. Rudy Gobert. Soyez avec nous jeudi pour de nouveaux maillots à gagner. Ouais. Exactement. Ils sont magnifiques, on les a déjà là. Ouais. Ça fait J'ai très- dormi Ah ben non avec. Ça fait une semaine que je dors avec. Franchement, ils sont super cool. Ça fait très plaisir. Promis, ils les laveront. Allez, Ouais. merci d'avoir été avec nous. On vous dit à très très vite sur la chaîne First Team. Bye bye. Salut.